Bonjour et bienvenue de nouveau dans l'égalité femmes-hommes, une ambition commune, auto-formation en ligne proposée par l'AIMF, Association internationale des mères francophones. Les modules de cette formation sont divisés en 3 parties. Nous sommes toujours dans la partie 2, comment intégrer le genre en transversal dans l'assainissement, et nous sommes dans le module 8, plaider et communiquer auprès des acteurs et actrices. Donc, je suis Claudie Vouet de Lettres Égales, experte en intégration transversale du genre dans les politiques publiques et en budgétisation sensible au genre. Les objectifs pour ce module sont d'explorer les enjeux du plaidoyer sensible au genre et de sa planification, et de partager des exemples de plaidoyer et de capitalisation en s'appuyant notamment sur le projet Overdue, projet pour en finir avec le tabou de l'assainissement en Afrique urbaine. Au programme, donc, les éléments clés et du plaidoyer et de la planification du plaidoyer, les actions et la capitalisation à travers des exemples, bien entendu le résumé et les témoignages. Donc commençons avec le point 1, éléments clés et planification du plaidoyer. Avant de démarrer, il nous a semblé important de distinguer le plaidoyer de la sensibilisation car ils sont souvent confondus. Le plaidoyer se fait vers des acteurs qui ont un pouvoir que nous n'avons pas et sur lequel nous allons faire pression pour obtenir des changements dans les lois, les politiques, les budgets ou dans les pratiques opérationnelles, institutionnelles de l'assainissement pour une meilleure inclusion du genre. La sensibilisation vise le renforcement des compétences, des connaissances, des capacités des groupes concernés pour consolider leur pouvoir d'agir. Les deux sont liés. Nous avons besoin de la sensibilisation pour embarquer les citoyens et les citoyennes dans le plaidoyer et nous avons besoin du plaidoyer pour faire avancer la sensibilisation en obtenant l'appui de groupes qui ont plus de pouvoir que nous. Le plaidoyer, comme tout projet, est composé de différentes étapes. Il faut analyser le contexte, il faut établir les objectifs, analyser le pouvoir, identifier les cibles et les alliés, élaborer le message et les supports, agir et capitaliser. Parlons d'abord d'analyser le contexte. Le plus important, évidemment, c'est que les parties prenantes du plaidoyer se mettent d'accord sur les défis de l'égalité femmes-hommes sur lesquels va porter le plaidoyer. On peut repartir du diagnostic, bien évidemment. Avons-nous une compréhension commune des enjeux? Et on peut réutiliser tout le travail qui aura été fait, l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, l'arbre à problème, etc., pour se mettre d'accord et aussi pour identifier collectivement les leviers à actionner, mais aussi les freins que pourra rencontrer le plaidoyer, ce qui permettra évidemment de choisir la bonne stratégie. Et puis le groupe doit également se mettre d'accord sur les enjeux sur lesquels on va travailler. Nous remettons ici la chaîne de l'assainissement. Quels enjeux vont être travaillés? Quels changements sont souhaités? À quelle étape de la chaîne de l'assainissement? Le groupe doit également se mettre d'accord pour définir sa vision et ses objectifs et décider, par exemple, si les revendications et les changements souhaités porteront plutôt sur des besoins pratiques de genre ou des intérêts stratégiques de genre. Et enfin, le groupe doit identifier à quel niveau, micro, méso, macro, les changements sont souhaités. Donc là, on parle de l'échelle. Une étape très importante, c'est l'analyse du pouvoir. Donc la démarche d'assainissement inclusif à l'échelle de la ville défend l'idée d'une collaboration entre les différents groupes impliqués dans l'assainissement. Les financeurs, les décideurs avec les élus, les opérateurs, les gestionnaires, les prestataires, la société civile, les usagers, les usagères. Tous ces groupes n'ont pas le même pouvoir. Dans votre démarche de plaidoyer, vous allez certainement avoir à réaliser une cartographie du pouvoir des différentes parties prenantes. Qui a le pouvoir? Le pouvoir sur qui? Le pouvoir de quoi? Très souvent, en haut de la pyramide,
on trouve les financeurs. Et en bas de la pyramide, on trouve les usagers et les usagères. Pour entrer dans la logique donc de l'assainissement inclusif à l'échelle de la ville, pour un assainissement collaboratif et inclusif, les usagers et les usagères doivent être plus présents en haut de la pyramide, là où les décisions se prennent. Tous les groupes impliqués dans l'assainissement n'ont pas non plus les mêmes intérêts. Ces intérêts peuvent même parfois être conflictuels. Pour mener un plaidoyer, nous savons qu'il faut travailler avec des autorités publiques, travailler avec les usagers et les usagères, travailler avec les acteurs et les actrices de la mise en œuvre. Il faut s'associer avec des groupes qui ont des intérêts communs ou proches. Le plaidoyer vise aussi à travailler ensemble pour définir cet intérêt commun au-delà de l'intérêt d'un seul groupe. Et c'est ce qui rend parfois la démarche compliquée. La réussite du plaidoyer, elle est conditionnée par la qualité du message. Les changements souhaités doivent être énoncés de manière SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et que les changements soient organisés par un calendrier. Pour 2027, nous voulons. Il faut que le temps soit contenu dans la définition de l'objectif. Il est important aussi que le plaidoyer justifie pourquoi le changement est souhaitable et nécessaire. Pour cela, le message doit intégrer des données mémorables, des statistiques, des chiffres qui vont rester dans la tête des gens, qui vont les marquer. Le message s'appuie ici sur du rationnel. Mais aussi, il est recommandé que le message s'appuie sur des témoignages. Par exemple, témoignages des usagers ou des usagères ou des prestataires, comme par exemple les vidangeurs des fosses, qui vont raconter leur histoire et leur vécu. Le message vise ici une réaction plus émotionnelle. Le plaidoyer doit engager la redevabilité des personnes et des groupes visés par notre action, en rappelant les décideurs, les élus, à leur rôle, à leurs engagements, au cadre d'orientation politique, aux lois, aux politiques publiques sur l'assainissement et le genre. Ça, c'est la dimension éthique du message. Le plaidoyer est un acte de revendication. Et pour porter, il doit contenir des messages avec des exemples de ce qui existe ailleurs pour affirmer la faisabilité du changement, pour montrer que nous ne sommes pas dans l'utopie. Les comparaisons font jouer la concurrence entre les communes. Si la ville d'Abidjan a pu le faire, pourquoi la ville de Kinshasa ne pourrait-elle pas le faire? Et quelquefois, ça chatouille aussi l'ego des décideurs, l'ego des élus qui ont envie de faire aussi bien que la ville d'à côté. Et enfin, le message doit comporter des suggestions concrètes et opérationnelles. Bien évidemment, le groupe doit se choisir des porte-paroles, c'est-à-dire des personnes, des organisations capables d'aller défendre le plaidoyer publiquement, sur les ondes ou dans des réunions. La constitution du groupe des porte-paroles est importante et ne peut pas être laissée au hasard. Dans une démarche de genre, il est bien sûr toujours préférable que les porte-paroles ne soient pas exclusivement des hommes, et il faut penser à associer les associations féministes. Même si ce n'est pas toujours facile, il faut parfois trouver des alliés connus pour ouvrir des portes et pour porter le collectif vers le haut. Des personnalités politiques ou médiatiques, des célébrités, et maintenant, puisque ce sont des personnes importantes, pourquoi pas des influenceurs ou des influenceuses comme on en trouve sur Internet. Le choix des supports est une autre étape. Il y a des supports plus classiques et d'autres plus innovants, voire plus radicaux. Est-ce que le groupe, par exemple, va rédiger une charte, qui est une façon plus traditionnelle de porter un plaidoyer? Est-ce que le groupe va produire une vidéo ou un podcast radiophonique?
publier des pamphlets, des flyers, imprimer des t-shirts, ou bien, et là on rentre dans des choses plus innovantes, plus radicales, euh, préparer par exemple une performance artistique, théâtrale, à montrer dans la rue, ou une action flash, ou ce qu'on appelle aussi un happening. Vous savez, par exemple, sur la question des violences faites aux femmes, vous pouvez, dans certaines villes, voir des groupes entiers de femmes qui vont se coucher au milieu de la rue pour montrer, pour signaler toutes les femmes qui sont décédées suite aux violences. Donc ça, ce sont des happenings. On fait venir la presse et ça peut avoir un retentissement assez important. Le groupe doit aussi décider des supports pour la diffusion de la campagne. Est-ce que les revendications vont circuler sur vos propres réseaux, votre site internet, vos réseaux sociaux, la lettre électronique peut-être de votre organisation, ou passer par des réseaux de pairs, le réseau des maires, le réseau des élus locaux? Ou bien est-ce que vous allez vous appuyer sur des supports extérieurs, les médias, des revues, des magazines spécialisés qui vont porter votre message? Ou est-ce que vous allez utiliser l'espace public, coller des choses sur les murs de la ville, ou bien occuper l'espace, occuper la rue de manière plus revendicative? Quels que soient les supports et la diffusion choisis, un plaidoyer sur l'assainissement ne doit jamais oublier que les femmes et les réseaux féministes sont des relais importants. Selon que la campagne va se dérouler sur le court, le moyen ou le long terme, et généralement, on est dans du moyen, voire du long terme sur ce type de campagne de plaidoyer autour de l'assainissement. Le groupe va devoir faire des choix. Où porter ce plaidoyer? Les journées internationales peuvent présenter des opportunités. Par exemple, le 8 mars, autour de la Convention sur le statut des femmes, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, la journée mondiale des toilettes, la journée des violences faites aux femmes, ce sont des journées qui peuvent être mobilisées pour apporter une campagne de plaidoyer autour de la question de l'assainissement. Il y a aussi évidemment des sommets et des rencontres au niveau régional, au niveau international, et qui vont être plus ou moins accessibles à votre groupe qui porte le plaidoyer selon les moyens que vous avez ou le pouvoir que vous avez. Donc ce sont par exemple des sommets onusiens autour de la question des ODD ou de la question des droits humains. Les réunions de la IMF sont également des espaces où la question du genre et de l'assainissement peut être portée sous forme de plaidoyer. Il y a des sommets techniques sur l'eau, sur la gestion des boues fécales, par exemple celles qui sont organisées par l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Et puis il y a aussi des rencontres de réseaux qui sont puissantes, réseau des femmes maires ou le réseau des femmes parlementaires qui peuvent aussi être des endroits où porter le plaidoyer. Et puis évidemment, il y a des espaces plus nationaux et plus locaux. Par exemple, les sessions parlementaires, on peut amener des questions parlementaires à travers des membres du Parlement que l'on aura mobilisés pour notre cause. Au niveau plus local, le temps du conseil municipal, le temps du débat d'orientation et du vote du budget peut être aussi un moment où on peut porter ce plaidoyer. Et bien évidemment, pendant les campagnes électorales, nous savons que les candidats sont beaucoup plus réceptifs, souvent, aux campagnes de plaidoyer. Le plaidoyer n'est pas sans risque. Il peut y avoir des mésententes, des conflits, même en interne, ne serait-ce que sur le fait de faire porter un plaidoyer plutôt sur des besoins pratiques de genre, qui ne vont pas changer la configuration des rapports sociaux, ou plutôt sur les intérêts stratégiques de genre qui vont remettre en question la division du travail et la division du pouvoir entre les femmes et les hommes. Il peut également y avoir mésententes ou des risques qui vont arriver parce qu'il va y avoir une instrumentalisation ou un certain clientélisme. Par exemple, on va, en période électorale, obtenir des promesses faciles et donc peut-être arrêter la campagne de plaidoyer sur ces promesses-là suite à une instrumentalisation qui va donc miner finalement les efforts de la campagne. Il peut y avoir également des tentatives de division stratégique pour affaiblir le groupe, monter des membres d'un collectif les uns contre les autres, par exemple, diviser pour mieux régner, ce qui va affaiblir les alliances et aussi affaiblir les revendications collectives. Donc c'est très important
qu'un groupe qui mène un plaidoyer soit préparé à ça et ait des mécanismes de médiation des conflits en interne ou en externe pour ne pas voir exploser la campagne en plein vol. Nous arrivons maintenant à la question de la capitalisation. Action et capitalisation. La capitalisation, notamment la capitalisation du plaidoyer, elle est très importante parce qu'elle permet d'apprendre des erreurs et de faire ressortir des bonnes pratiques. Ça permet aussi d'amplifier les alliances avec des réseaux, des organisations et des collectivités qui partagent les mêmes intérêts que notre groupe. Alors, vous avez beaucoup d'exemples à partager certainement sur le plaidoyer, mais pour le moment, nous allons nous appuyer sur des exemples qui sortent du projet Overdue, un projet sur l'assainissement et le genre, porté par une université londonienne entre 2020 et 2023, avec des associations de la société civile, des institutions de recherche, des prestataires, notamment des vidangeurs, et des collectivités. Ce projet a touché 7 villes africaines, dont 4 villes francophones, et à entremêler la recherche, l'action, la sensibilisation et le plaidoyer politique au niveau local et international. Un exemple de plaidoyer autour du thème de la Journée mondiale des toilettes en 2022. Le thème était « Rendre visible l'invisible ». Et dans la proposition de la campagne, l'invisible était surtout identifié comme étant ce qui se passe sous la terre, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. Les 7 villes partenaires du projet Overdue ont décidé de changer le scénario pour montrer que l'invisible n'est pas simplement en dessous, mais aussi au-dessus. L'invisible, c'est aussi le travail des femmes. L'invisible, ce sont les tabous, c'est la honte des menstruations, c'est l'exclusion et les discriminations qui régulent les rapports de genre autour de l'usage des toilettes. Autre exemple, au niveau régional africain, une charte a été élaborée collectivement par les villes sur la base de leurs recherches, présentée aux maires et aux collectivités et à des organisations internationales pour leur signature lors de plusieurs réunions internationales. Alors nous allons maintenant regarder des exemples de 4 villes francophones. La première ville, c'est Antananarivo, donc à Madagascar. L'organisation Similarenta a mené une recherche sur les enjeux de genre dans la gestion des boues fécales. Les résultats ont servi à la campagne de plaidoyer et cette campagne de plaidoyer a été portée au niveau de la mairie et de la communauté de communes. Pour la sensibilisation, l'équipe a utilisé la Journée mondiale des toilettes et elle a aussi créé des supports, par exemple des t-shirts, pour clairement identifier la campagne dans les rues de la ville. Et puis, elle a surtout capitalisé toute sa démarche en produisant 4 cahiers différents sur des aspects de l'assainissement. Prise en compte du genre dans le traitement et la valorisation des boues de vidange, masculinité positive dans le domaine de l'assainissement, le genre dans le recyclage et la valorisation des boues fécales avec un focus sur les digestats et le biogaz, et ensuite la prise en compte du genre dans l'agriculture urbaine. À Bukavu, en RDC, les toilettes ont été réhabilitées en tenant compte des besoins exprimés par les femmes et les hommes, avec la mise en place d'un comité de gestion des toilettes du marché où les femmes sont très impliquées. Et c'est l'association Cordon des femmes pour l'équilibre des ménages qui a porté ce projet. L'équipe a mobilisé les habitants lors de la Journée mondiale des toilettes en impliquant les taxis de la ville qui ont défilé avec des slogans collés sur les capots pour alerter la municipalité, la collectivité sur les problèmes des habitants. Elle a associé étroitement les autorités à tout le processus de rénovation et d'inauguration aussi pour les engager sur leur redevabilité. Et elle a capitalisé son expérience dans ce document des toilettes publiques sensibles au genre à Bukavu en RDC. À Saint-Louis,
Au Sénégal, l'Observatoire du genre, qui est une association, s'est intéressé à la prise en compte du travail invisible des femmes dans les politiques publiques. L'association a répondu aux intérêts stratégiques. Elle s'est basée sur sa recherche pour produire un glossaire Wolof français sur genre et assainissement, dans le but de créer une meilleure appropriation des enjeux de genre par les acteurs et les actrices de l'assainissement, en ramenant l'expérience à la conceptualisation des questions de genre et à l'expérience telle qu'elle est vécue sur le territoire, donc en passant aussi par l'exploration d'expressions, de mots en Wolof pour parler du genre et de l'assainissement. Elle a organisé, capitalisé des formations sur le partage des tâches ménagères avec la création de scénettes de théâtre pédagogiques, théâtralisées, filmées en vidéo pour une meilleure diffusion et qui sont destinées à la fois aux autorités et aux habitants et aux habitantes. Autour de la Journée mondiale des toilettes, l'association a mobilisé les habitants et les habitantes et a remis une charte à la mairie. Le plaidoyer auprès de la collectivité a porté aussi sur l'installation pilote de biodigesteurs dans les maisons. Mais l'association a aussi répondu à un besoin pratique de santé des femmes en menant des ateliers sur la fabrication de détergents non toxiques. Le dernier exemple, c'est Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'ONG GEPALEF s'est intéressée aux opportunités économiques que représente pour les femmes le recyclage des boues fécales et les tabous qui freinent la mixité dans les métiers de l'assainissement. Elle a réalisé un travail de recherche auprès des femmes et des hommes. Elle s'est rapprochée des collectivités qu'il fallait convaincre de s'investir dans des mini-stations de recyclage pour fabriquer des briquettes et du compost. L'association a combiné la sensibilisation et le plaidoyer, par exemple en traversant des quartiers d'Abidjan en camion pour alerter sur les questions de genre dans l'assainissement auprès des populations, mais aussi des autorités. Elle a aussi organisé un certain nombre d'ateliers sur cette thématique. Et enfin, l'association a participé à plusieurs forums, et notamment un forum international sur les boues fécales, pour partager ses revendications. Alors, que faut-il retenir de ce module? Par rapport au plaidoyer pour l'assainissement sensible au genre, il faut retenir que le plaidoyer est politique et il s'appuie sur une démarche de faire pression pour obtenir des changements structurels. Le plaidoyer n'est pas de la sensibilisation. Avec le plaidoyer, il s'agit de faire changer des lois, des politiques, des pratiques et des budgets au prisme du genre. Le plaidoyer est forcément multi-acteur et s'appuie sur une mobilisation citoyenne qui doit inclure les femmes et les hommes. Le plaidoyer peut être conflictuel, il peut être instrumentalisé, mais il est aussi rassembleur et il construit du collectif. Et finalement, le plaidoyer est alimenté par la capitalisation sur les leçons pour un assainissement juste et durable pour toutes et pour tous. Nous en avons fini avec ce module. Inscrivez-vous sur la plateforme AIMF pour faire le quiz, pour consulter les ressources et nous vous donnons rendez-vous au module 9, Agir pour les droits et la santé sexuelle et reproductive. Au niveau du Togo, les communes sont jeunes, la fêtière elle-même elle est jeune. Et la thématique liée au genre vraiment intéresse tellement la fêtière et que nous l'avons vraiment inscrit dans notre plan stratégique comme un axe principal. Maintenant, s'agissant de l'assainissement, je crois que pour l'instant, nous n'avons pas encore eu un projet en lien avec l'assainissement, mais j'avoue que c'est le projet que nous sommes en train d'exécuter, c'est un projet financé par l'IMF
avec un cofinancement de l'Union européenne euh, à travers le SGA3. Mais là, il faut dire clairement que ce n'est pas beaucoup plus lié à l'assainissement, mais c'est la construction d'un centre de promotion féminine dans une ville pilote. Et maintenant, les autres villes du rayonnement du projet, il faut dire que au niveau de la fêtière, l'approche que nous avons utilisée en termes de plaidoyer, c'est que nous avons identifié des points focaux au niveau de chaque ville. Et ces points focaux sont généralement des femmes élues locales qui siègent au niveau du conseil. Maintenant, un travail a été fait. On avait identifié une formatrice qui les a quand même renforcées en capacité par rapport à ces plaidoyers. Maintenant, au cours de chaque session budgétaire, ces femmes ont vraiment ces ressources pour vraiment pouvoir défendre au niveau de la municipalité pour que un budget sensible aux gens puisse être intégré au niveau du budget. Et il faut dire que depuis que le projet a commencé, nous sommes pratiquement vers la fin. Nous-mêmes, nous avons déjà reçu disons, des réponses concluantes. Et vraiment, il faut saluer que c'est déjà une bonne chose. Mais il faut dire que ce n'était pas vraiment un plaidoyer formel, mais nous sommes basés sur une approche qui ressemble au plaidoyer à travers nos femmes élues locales, qui sont des points focaux, genre la lutte contre les violences conjugales, qui font vraiment un travail remarquable au niveau des municipalités pour pouvoir vraiment faire entendre leur voix au niveau des municipalités pour que, enfin, une ligne budgétaire puisse être intégrée au niveau du budget pour que les actions de sensibilisation puissent être menées au niveau des collectivités. Donc voilà le petit témoignage que je voulais partager avec vous par rapport au projet qui a été financé par l'AMF dont nous sommes en train de mener. Il faut dire que le 2-3 prochain serait vraiment l'inauguration du centre dans la ville pilote dont il est question. Comme je le disais, nous sommes à notre début. Pour l'instant, je crois que ce que les municipalités font plus, dans un premier temps, c'est travailler pour que vraiment, parce que les maires, ils sont beaucoup de maires qui sont des hommes, sont vraiment réticents. Quand il s'agit de ces questions, beaucoup ne valident pas. Surtout que les femmes, vous allez voir que sur un conseil de 15 membres, peut-être c'est une seule femme. Donc, c'est pas facile que vraiment qu'elle puisse vraiment faire valoir ce plaidoyer. Mais néanmoins, là où nous avons reçu à ce que les maires intègrent ces lignes, nous, l'idée, c'est de beaucoup plus impliquer les organisations de la société civile qui travaillent déjà sur cette thématique pour qu'elles puissent appuyer, pour que ces ressources que la mairie a dégagées pour servir, enfin, dans beaucoup de domaines, comme vous le dites. Ça pouvait être au niveau des marchés, les sanitaires, tout ça là. Mais pour l'instant, je crois que ce qui est beaucoup plus faisable, c'est dans un premier temps mettre le budget pour que vraiment des actions puissent être faites derrière. Maintenant, par rapport au centre dont il est question, c'est vrai, le centre aujourd'hui, il est né. Il y a aussi, on a prévu des sanitaires. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est de voir beaucoup plus pour que cela puisse. Bon, c'est vrai que je suis allé la dernière fois quand le centre n'était pas totalement opérationnel, mais je crois que des aspects ont été.